Digital, le premier numéro de Virage Digital de 2017, une émission comme d'habitude présentée en direct sur viragedigital.fr. L'avantage du direct, c'est que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et le sujet d'aujourd'hui, transformation numérique du retail, les pure players ont-ils l'avantage ? Nous en parlons avec Ariel Gomez, rédacteur en chef de Retail Numérique Magazine. Bonjour Ariel Gomez. Bonsoir Nicolas. Et nous en parlons également avec Dominique Palacci, président de Steam Shop. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors nous allons en revenir un petit peu plus tard sur ce sujet, mais tout de suite je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. Demain, jeudi 5 janvier, débutera la 50e édition du CES à Las Vegas. Pour la version 2017, le 4K sera à l'honneur du côté des téléviseurs, reléguant le Full HD au rang d'innovation du passé. La réalité virtuelle, notamment dans le secteur des jeux vidéo, sera elle aussi attendue avec le Windows holographique. Mais les deux grandes tendances seront bien sûr les voitures autonomes et les objets connectés. Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, fera le déplacement pour présenter les projets du groupe en matière de voitures connectées et voitures autonomes. Mais nous attendons également Valeo, Audi ou encore BMW qui entendent eux aussi faire parler d'eux. Côté objets connectés, si la French Tech emmènera dans ses valises de nombreuses innovations, la tendance des géants sera-t-elle tournée vers les assistants personnels ? À suivre donc dès demain. L'affaire des emails piratés d'Hillary Clinton continue de faire parler d'elle, révélée par Wikileaks, soupçonnée d'être la cause de la perte de la candidate démocrate et d'avoir été commanditée par la Russie. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a lui une autre version. Il assure que la Russie ne serait pas la source de ces emails. Dans une interview à Fox News, il affirme par ailleurs qu'il est impossible de dire si la révélation de ces emails a favorisé ou non l'élection de Donald Trump. Julian Assange qui a par ailleurs promis sur Twitter une récompense de $20 000 pour d'éventuelles fuites de documents de l'administration Obama. Nous n'avons pas encore eu le retour de l'administration Obama, mais à suivre dans les prochains jours. Et enfin, dernière info de la semaine, les sites de rencontres Mythic et Attractive World ont été condamnés par la CNIL. En cause, leur utilisation des données personnelles de leurs utilisateurs. La Commission nationale de l'informatique et des libertés leur reproche de ne pas signaler suffisamment clairement aux utilisateurs l'usage qui pourrait être fait de leurs données. L'institution souhaite que les deux sites mettent en place une case spécifique à cocher afin d'obtenir l'accord des internautes pour l'exploitation de leurs données. Les plateformes se sont vues infliger des amendes de 10 000 et 20 000 €. Voilà pour l'actualité de la semaine et je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Le débat donc sur le thème suivant, transformation numérique du retail, les pure players ont-ils l'avantage ? Nous en parlons donc avec Ariel Gomez, rédacteur en chef de Retail Numérique Magazine, et Dominique Palacci, président de Steam Shop. Je propose de commencer avec vous, Ariel Gomez. On va présenter Retail Numérique Magazine qui se trouve être complètement dans la thématique de l'émission aujourd'hui. Tout à fait, Retail Numérique Magazine est un magazine professionnel, donc ses lecteurs, ce sont les distributeurs de produits et de services high-tech, c'est la Fnac, c'est Darty, c'est Boulanger, c'est les agences Orange, etc. Donc on parle de à la fois des produits qui sont vendus dans ces circuits-là, mais aussi de l'outil que représentent les boutiques et les canaux de vente en ligne, puisque c'est à travers ces canaux-là que sont commercialisés ces produits et la manière dont ils se rapprochent les uns des autres, ça va être un petit peu le sujet tout à fait de notre débat. Et alors je présente quand même pour nos internautes donc Retail Numérique Magazine et vous avez réalisé un dossier qui s'appelle Digitalisation des points de vente, enjeux, mode d'emploi et retour d'expérience, donc le dossier que l'on peut voir juste ici. Comme ça en introduction, quelles sont les grandes tendances qui sortent de ce dossier ? Alors, il y a une grande tendance dans le commerce, et pas seulement dans le secteur du high-tech, c'est la recherche par toutes les enseignes de rapprocher ce qu'on appelle le parcours physique du consommateur et le parcours digital, c'est-à-dire d'avoir au moment où il arrive dans la boutique ou au moment où il va faire ses courses en ligne, avoir toutes les informations sur ce qui l'intéresse, sur les sites qu'il a consultés, sur les magasins qu'il a visités, sur les produits sur lesquels il a cherché des informations ou des prix ou des offres. Donc grosso modo c'est ça, la conciliation des parcours physiques et digital et surtout la connaissance la plus intime possible du consommateur afin de lui faire des offres très très personnalisées. C'est ça, à partir du moment où on fait des offres très personnalisées, on arrive à avoir un gain du panier moyen qui est estimé par certains acteurs de marché à 30 €. Donc c'est quand même considérable. Donc autant de sujets qu'on va traiter tout au long de cette émission. Pour résumer, on entendait au début, lors de la création des premières plateformes, que ce soit eBay ou Amazon, que ça allait totalement bouleverser le champ du retail et notamment en fait faire disparaître les magasins physiques. Aujourd'hui, on se rend compte que les magasins physiques résistent et que les deux ont besoin l'un de l'autre en fait et se nourrissent finalement.
Tout à fait, et on se rend compte surtout que c'est la plupart du temps les mêmes enseignes qui maîtrisent les uns et les autres, donc ils ont intérêt à s'entendre pour pas déshabiller Paul au bénéfice de Pierre. Mais effectivement, cette crainte s'est éloignée définitivement, puisqu'on se rend compte que le online, avec tous ses avantages, c'est-à-dire on choisit dans son canapé, sur sa tablette, on fait son choix de produit, ne suffit pas à répondre à toutes les interrogations. Dans bien de cas, on veut voir, on veut toucher les produits, on veut discuter avec les vendeurs, parce qu'il y a une dimension qui ne peut pas s'exprimer forcément dans l'interface avec son PC ou avec sa tablette. Et là, il est nécessaire d'aller consulter effectivement des gens, tout simplement, qui ont de l'expérience de la vente, l'expérience des produits, et qui sauront conseiller un peu mieux les consommateurs. Alors, cet échange entre digital et numérique est également propice à l'arrivée de nouveaux acteurs comme Steam Shop. Dominique, est-ce que vous pourriez nous présenter Steam Shop en quelques mots ? Oui, alors nous, on est des spécialistes d'interaction mobile de proximité. Donc on a développé une technologie à base de signaux ultrasons, qui est universelle parce que tous les smartphones ont un micro, qui permet de définir des zones d'interaction. Et quand les applications sont équipées de notre dispositif, elles vont entendre le signal et dire « je suis arrivé à cet endroit ». Donc je dois faire telle ou telle action. Et là, c'est tout ce qu'on peut imaginer en termes de nouveaux services ou de messages personnalisés qu'on peut faire avec des clients dans un magasin pendant son parcours. Et aussi remonter ce qu'on appelle nous le cookie physique. Donc ce qu'on a sur un site web, quand on se balade sur un site web, on va remonter la même chose sur un parcours dans un magasin et ça va venir enrichir la connaissance client pour soit lui proposer du service immédiatement en magasin, soit après pouvoir retargeter des messages en fonction de son parcours en magasin. Donc c'est utiliser le numérique en fait, ou une technologie du numérique, en l'occurrence les ultrasons, pour améliorer l'expérience client d'un côté et mieux connaître son client de l'autre. Est-ce que c'est une tendance qu'on voit un peu dans tous les secteurs, mais dans le retail numérique, la collecte de données prend de plus en plus d'importance et surtout qu'est-ce qu'on en fait, quelles sont les données qu'on veut et qu'est-ce qu'on en fait, par exemple Dominique ? Alors nous, on nous interroge beaucoup sur le tracking du client, qui est venu, combien de fois, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est resté, etc. Après, je ne suis pas forcément certain qu'ils en fassent grand-chose. On veut savoir où il est, voilà. Mais pour savoir où il est, quoi. On fait des heatmaps, on fait des statistiques, etc. Je pense qu'on a encore besoin de digérer tout ça pour bien comprendre quelle est l'information qui est vraiment utile, et parce que quand on a trop d'informations, on ne sait pas forcément quoi chercher. En tout cas, on sait collecter ces choses aujourd'hui, et maintenant c'est à la disposition des retailers pour faire travailler leur intelligence et donner la valeur à ces informations-là. Ariel, vous constatez également que tous les retailers aujourd'hui veulent connaître leurs clients, même si toutes les informations ne leur seront pas nécessaires pour la suite, pour transformer, je ne sais pas, un acte de vente. Tout à fait, et le premier mouchard, c'est ça. C'est le téléphone. C'est ce que nous avons tous dans la poche. C'est ce que vous utilisez avec Steam Shop d'ailleurs. On nous traque absolument partout et à travers le téléphone, puisqu'on fait un usage de plus en plus étendu. C'est pas seulement pour téléphoner, recevoir ses mails. On achète en ligne, on consulte des sites, on consulte des cartes pour ses itinéraires. Donc on a tout un tas d'informations sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut. C'est des informations personnalisées, donc elles sont contextualisées dans le temps, dans l'espace, reliées à la personne, à son compte bancaire, puisqu'on fait des opérations bancaires de plus en plus avec son téléphone. Donc c'est une mine absolument fabuleuse de données. Aujourd'hui, tout n'est pas exploité, par chance. Après, il faut que la loi puisse se prononcer là-dessus. Comme on a pu le voir dans la revue de presse, par exemple. Tout à fait, les consommateurs doivent pouvoir donner leur consentement à ce qu'ils veulent laisser filtrer ou pas. Mais là-dedans, on peut collecter absolument tout. C'est inouï dès qu'on commence à creuser un petit peu tout ce qu'on donne comme information en utilisant son téléphone, simplement en se baladant, même pas en utilisant les applications, parce que beaucoup d'applications vous tracent votre parcours si on n'a pas fait la manœuvre qu'il fallait pour l'empêcher. Et chaque application sait où vous êtes trouvé à tel moment. Donc on sait par exemple que si vous avez, je prends l'exemple quelconque, que vous avez consulté en ligne pour une paire de chaussures qui vous plaît, donc lorsque vous allez passer devant le magasin qui vend des chaussures, on va vous la pousser pour vous proposer d'aller acheter cette... Il y a 15% pendant 10 minutes, donc c'est pour vous et c'est le moment d'en profiter. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire l'échange de toutes nos données personnelles contre ce bénéfice commercial? Question reste ouverte. Mais, c'est une question qu'on doit vous poser souvent. Alors là, je vais quand même mettre un bémol. Le consommateur, nous consommateurs, aujourd'hui, on sait qu'on est tracé, qu'on donne des infos, etc. Et il y a un rapport de force qui s'est inversé avec les marques et les enseignes.
c'est plus elle qui donne de l'info ou qui communique vers nous. On est devenus, nous, des médias qui donnons notre avis et qui partageons avec notre communauté. Et il y a une chose qui est très importante, c'est la loyauté. C'est-à-dire que les enseignes récompensaient la loyauté d'un client, d'un consommateur. Aujourd'hui, elles se doivent d'être loyales vis-à-vis de leurs consommateurs si elles ne veulent pas être attaquées, mais à une vitesse et de façon très virulente. Donc, si jamais je m'aperçois que j'ai quelque chose que je n'ai pas sollicité et que ça ne me plaît pas, tous les efforts qu'a fait la marque pour me faire télécharger une appli, je vais appuyer sur la croix et en une seconde, elle va disparaître et je vais avoir beaucoup de mal à la faire revenir. Donc il faut vraiment faire très attention, et ce que je dis à mes clients, c'est que si vous ne connaissez pas le contexte et ce que souhaite le consommateur, il vaut mieux ne rien lui dire, et surtout pas se le mettre à dos potentiellement. Donc, c'est vrai que vous soulevez un point important, c'est qu'aujourd'hui le consommateur sort de son rôle de consommateur, même s'il reste consommateur, parce qu'il peut également être prescripteur ou à l'inverse détracteur d'une marque très facilement avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, j'imagine, est de plus en plus pris en compte aujourd'hui par les retailers. Tout à fait. Alors, une des raisons de la digitalisation du commerce, c'est aussi trouver la parade face au consommateur qui a repris le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, toujours avec son petit téléphone, donc lorsqu'il est dans un magasin, il peut comparer les prix en temps réel des autres enseignes, il peut avoir tout un tas d'informations qu'avant il n'avait pas. Donc l'enseigne, elle doit pouvoir répondre en temps réel dans le point de vente et chercher à le satisfaire, sinon il s'en va. C'est effectivement ce problème de loyauté, le consommateur est excessivement volage, et aujourd'hui il a tous les moyens à portée de clic, à portée de doigt, donc pour changer d'avis, changer de boutique. Et je voyais justement en préparant cette émission que se développent deux tendances qu'on appelle le showrooming ou le webrooming. Le showrooming, c'est aller regarder en magasin les vêtements ou choses qu'on veut acheter pour ensuite aller les acheter sur Internet, ou à l'inverse, d'autres qui vont d'abord faire leur étude de marché sur Internet avant de se déplacer en magasin pour acheter finalement, pour faire l'acte d'achat. Donc ça rebondit sur le fait qu'il faut les suivre régulièrement, et ça veut aussi dire qu'en fait le retailer aujourd'hui est incapable de savoir à quel moment le client va acheter en fait. Alors, c'est un petit peu là, quand je parlais de toutes les données qu'on récupère via le téléphone et d'autres sources, le but ultime de ce traitement de données qui se fait par des logiciels Big Data est d'arriver justement à une anticipation de l'envie de consommateur, parce que il y a des sociétés spécialisées dans ce domaine qui arrivent à faire qui commencent à pouvoir faire un marketing prédictif. On sait par une raison de cause à effet que le consommateur ayant fait cet enchaînement d'actions pendant une certaine période sera conduit à faire tel type d'achat à tel moment. Ça, on commence à le modéliser, c'est encore très embryonnaire, mais le but ultime, c'est d'arriver justement à une prédictibilité de l'achat, donc prédictibilité de l'envie et du besoin de consommateur. Alors prédictibilité, c'est peut-être pas encore ce que fait Steam Shop. Pour autant, quand vous nous avez parlé de la technologie que vous avez mis en place, quels sont les types de push qu'on peut voir sur son téléphone quand on se balade en magasin ? Alors, les push sont un des services, mais c'est pas l'élément ultime. Il faut savoir qu'à partir du moment où on connaît le contexte, il faut imaginer quel est le service que va vouloir le consommateur à ce moment-là, là où il en est dans son parcours. Et ça, c'est le problème de savoir où il en est dans son parcours. La plupart du temps, on a été regardé en ligne, on a déjà comparé. On arrive en magasin, on en sait presque plus que le vendeur. Et c'est ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte, c'est que le consommateur a presque plus d'informations que celui qui va lui vendre le produit. En général, oui. Et donc, c'est pour ça qu'on équipe maintenant les vendeurs de tablettes pour qu'ils puissent pour qu'ils rattrapent leur retard vis-à-vis du consommateur. Et accompagner le client. Donc, on a besoin d'être rassuré. On est quand même 90% à continuer à aller en magasin et à vouloir continuer à y aller. Et donc, l'élément humain du vendeur est crucial dans ce parcours digital. On parle de digitalisation, mais il faut absolument former les vendeurs à un nouveau rôle qui est d'accueillir ses clients, de les rassurer, de les écouter, et puis de leur vendre leur sauce comme on le faisait avant. Et du coup, ce qu'on peut faire nous en termes de détection de présence et de contextualisation va permettre d'avoir des services qui vont être proposés au bon moment. Je vais prendre l'exemple du Smart Pass qui permet que le smartphone fasse la queue à notre place plutôt que d'attendre qu'on soit servi pour du poisson chez Auchan, par exemple. Le samedi matin, il y a 25 personnes et moi, on n'a pas envie de faire la queue. En général, j'attends pas. Donc là, je vais pouvoir prendre le numéro, le mettre dans mon appli My Auchan, me balader dans les rayons, continuer à faire mes courses. Donc là, en fait, on numérise le système de tickets qu'on avait avant. Voilà, mais c'est compatible avec des gens qui n'ont pas de smartphone et qui vont continuer à attendre. Et du coup, au lieu d'attendre comme servant en poisson, je vais faire mes courses, je vais être plus détendu, peut-être je vais en mettre plus dans mon panier aussi, ça c'est ce qu'on vérifie avec les tests qu'on est en train de faire.
et du coup je vais acheter du poisson frais alors que je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais pas voulu faire la queue. Donc moi j'ai un vrai service, je suis content, et le retailer est super content parce qu'il augmente son chiffre d'affaires à la coupe, et potentiellement il va augmenter aussi le panier moyen de ses clients-là. Donc là, on parle du mobile en tant qu'outil en magasin, mais ça peut également être un outil de transformation d'achat en tant que tel. C'est-à-dire quand on parle d'acheter en ligne, il y a évidemment acheter devant son PC, mais il y a aussi acheter devant sa tablette ou son mobile. On a des chiffres là-dessus. Alors je vous les demande quand même là à chaud, mais disons, est-ce que le magasin physique est toujours devant ou au contraire le numérique Ah oui, non, le magasin physique est largement devant. Le commerce électronique, que ce soit sous forme mobile ou sous forme PC, est en croissance, mais reste très largement derrière. Et je pense que la tendance va rester quand même au commerce physique. Après, il arrivera un moment où on fera plus la distinction. Il y a des enseignes qui accordent autant d'importance à leur canal de vente en ligne qu'aux boutiques physiques. Et je ne sais pas si dans 5 ans, elles feront la distinction. Pour eux, ce sera un peu la même chose. Les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est 85% en magasin. Et par contre, il y a un taux de transformation qui est beaucoup plus élevé en magasin. Donc on a tout intérêt d'où l'intérêt d'avoir encore le vendeur en magasin. On a tout intérêt à faciliter ce parcours, à donner envie aux gens, à ce que ça se passe bien, qu'ils soient contents, qu'il y ait une expérience ludique, qu'ils aient envie de partager avec d'autres, pour faire venir d'autres personnes, etc. Donc le magasin reste vraiment central dans l'acte d'achat. Donc il faut numériser le magasin en fait, si je comprends bien. Il y a peut-être d'ailleurs, on voit alors on entend parler de web to store, de click and collect. On a quand même l'impression que les enseignes, même si le magasin reste central, essayent de numériser l'acte d'achat au maximum, mais numériser le magasin au maximum. C'est-à-dire qu'on parlait avant l'émission de robots qui sont présents dans les magasins pour répondre à la place des vendeurs. Alors, avec, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, certaines enseignes le font, ou de connecter différents endroits du magasin pour numériser déjà le parcours client, mais de manière générale, l'expérience. Alors, je tendance à dire la première étape de la numérisation du magasin, c'est déjà le Wi-Fi gratuit. Donc, alors pourquoi on donne du Wi-Fi gratuit dans les magasins ? En France, on a les tarifs de l'Internet mobile les moins chers du monde, pratiquement. Donc, tout le monde, peu ou prou, a de la 4G ou de la 3G de manière abondante. Donc, a priori, on n'a pas forcément besoin de Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, ça sert justement à ce que les gens puissent se connecter. de se connecter pour traquer un certain nombre d'informations sur le consommateur. Donc ça sert essentiellement à ça. Après, en numérisant, dans la numérisation du magasin, il y a aussi l'utilisation de beacons. C'est des petits dispositifs qui permettent d'interagir avec le téléphone lorsqu'on passe à proximité. Il y a tout un tas de choses. Il y a par exemple les étiquettes en technologie RFID. En fait, ce sont des étiquettes électroniques qui ressemblent à des étiquettes papier tout simplement. Alors l'utilité de ces étiquettes, c'est pas seulement le passage en caisse, c'est aussi l'inventaire. C'est-à-dire quand on fait un inventaire, dans le textile notamment, on n'a pas besoin de scanner chaque vêtement. On peut tracer comme ça on le fait même dans des grands entrepôts avec des drones qui passent avec des capteurs et qui scannent les allées entières de produits. Donc, et je crois même que c'est également utilisé pour lutter contre la contrefaçon. C'est notamment des grands marchands d'alcool, sans citer de nom, qui permettent de vérifier que ça sort bien des entrepôts et que ça n'a pas été d'autres alcools mis à la place. Tout à fait. Dans les alcools, dans le luxe, on met des petites puces pour savoir que c'est effectivement un produit d'origine. Après, pour revenir sur la digitalisation du magasin, il y a cet aspect également du téléphone mobile comme outil pour les vendeurs. En fait, les vendeurs se servent de téléphone ou de tablette non seulement pour suivre le parcours client, mais parfois aussi pour encaisser, tout simplement. Donc là, il y a une grande boutique qui s'est ouverte à Opéra, d'un grand opérateur de téléphonie mobile, et là, tous les vendeurs sont équipés de points de paiement mobile, donc on peut payer à n'importe quel point du magasin. On donc le téléphone devient un outil pour le vendeur, et pour le consommateur. Donc c'est une manière de répartir un petit peu le pouvoir, ce pouvoir qu'a pris le consommateur, de le redonner aussi un petit peu au vendeur, parce que le vendeur, il va avoir les informations sur le consommateur, la capacité à le suivre d'un rayon à l'autre, et au final de le facturer pour pas qu'il ait à retourner, surtout si le magasin est très grand, à faire monter 2 étages, descendre 2 étages pour aller payer. Il peut payer directement une fois qu'il a fini
l'acte d'achat avec le vendeur. Donc un consommateur de plus en plus mobile et donc un vendeur qui, par essence, doit devenir également de plus en plus mobile. On parlait des beacons. Est-ce qu'on peut dire que Steam Shop et les beacons jouent dans la même cour, entre guillemets, ou c'est deux technologies différentes? Oui, alors, je voudrais juste compléter une chose sur la partie digitalisation du magasin. La techno, à la limite, c'est pas ça qui est intéressant. C'est intéressant, c'est ce qu'elle apporte comme service. Et les 4 axes sur lesquels on réfléchit pour donner du service en magasin, qui nous, en tant que consommateurs, nous intéressent, c'est je veux gagner du temps. Donc, est-ce que je peux ne pas faire la queue pour payer? Donc, ça, c'est le paiement mobile, ou pour accéder à un vendeur, ou pour aller essayer un vêtement. Voilà. Le deuxième, c'est est-ce que je peux gagner de l'argent? Donc, est-ce que j'ai la bonne offre? Et que je passe pas pour un andouille parce qu'à côté, il y en a un qui a une meilleure offre que moi. Et puis, est-ce que je peux être reconnu, valorisé? Et ça me fait plaisir parce que j'ai fait l'effort de venir et on me reconnaît. Et le quatrième, c'est l'aspect ludique. On veut passer un bon moment, on veut avoir une expérience sympa. Et donc, les jeux sont vraiment des choses qui sont très utiles ou même simplement partager des choses sympathiques avec eux, même si c'est déconnecté du business. Donc, ces 4 pistes-là, elles permettent de créer des expériences. Et la techno va venir pour répondre à ça. Alors, on parle des beacons qui sont sur une technologie radio, donc Wi-Fi ou Bluetooth. On leur a un peu demandé de faire trop de choses, en fait. On a eu une surpromesse sur ces outils-là. Ils font très bien tout ce qui est détection de proximité. Donc là, par exemple, on est dans ce studio. Avec un beacon, je vais savoir si je suis dans la pièce d'à côté ou peut-être à l'étage au-dessus. Avec l'ultrason, ça va épouser la forme du lieu et on va savoir que je suis dans la pièce. C'est pareil dans un rayon, l'ultrason, je vais savoir que je suis au rayon des yaourts et pas au rayon des couches. Si je veux faire ça avec du beacon, il faut que je fasse une triangulation, je maque les lieux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les technos sont complémentaires. Si je veux capter quelqu'un qui est dans la rue, je vais m'appuyer plutôt sur du Wi-Fi ou du beacon. Une fois qu'il est rentré, je vais prendre la sono et je vais dire il est rentré. Et comme ça, on sait qu'il est dans le magasin. Avec la sono, j'entends l'ultrason et je sais qu'il est là. Donc on est plus dans des mix de techno et ce qui est important, c'est quel est le service qu'on veut rendre. Et à ce moment-là, on va aller chercher les technos qui vont bien, on les a. Alors, vous parliez du côté ludique et du fait de savoir où est le consommateur dans le magasin. Moi, ça m'évoque un jeu célèbre dont on a beaucoup entendu parler il n'y a pas si longtemps, qui commence par Pokémon et qui finit par Go, pour ne pas le citer. Ça, finalement, en fait, on a vu que ça a fait un gros buzz au début. Ils ont essayé de le transformer en disant on va faire des partenariats avec certaines enseignes pour leur ramener en fait, du flux en magasin. J'ai pas l'impression que ça ait réellement transformé, puisque finalement, c'est un peu retombé à plat et les consommateurs n'ont pas réellement suivi pour justement faire venir en magasin. Ouais. Alors, ce qui était intéressant de Pokémon Go, dans le phénomène Pokémon Go, qui est monté jusqu'à 50 millions de joueurs, je crois, il y a eu un pic, après c'est descendu assez rapidement, c'est que du coup, ça fait découvrir d'une manière ludique aux consommateurs la réalité augmentée. Donc, c'est une technologie dans laquelle on va rajouter effectivement une image qui n'existe pas dans l'image réelle. Et ce type de technologie a beaucoup d'applications dans la distribution. Donc on peut essayer sur soi, par exemple, des vêtements sans les passer. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et qui ne sont pas encore implémentées. Essayer des lunettes également, comme ça, j'ai vu que certaines enseignes faisaient ça, où on peut les voir sans forcément les passer, mais simplement devant une caméra. Tout à fait. Et on peut, dans le même ordre d'idée, on peut aussi... pour le coup, essayer en ligne, faire des essayages virtuels avec une technologie qui permet de prendre vos mensurations et d'essayer un vêtement sur vous et vous voyez le rendu comme si vous l'aviez vraiment mis. Donc tout ça, les frontières s'estompent entre le digital et le physique. Donc les technologies vont dans un sens ou dans l'autre et tout ça, effectivement, c'est dans le sens d'améliorer l'expérience consommateur. Et ça évangélise du coup cette réalité augmentée où on vient faire vivre des expériences grâce à la réalité augmentée. Si on reste dans le Go, moi il y a une autre initiative dont je me devais te parler dans cette émission, c'est Amazon Go qui a lancé son premier magasin 100% numérique où il n'y a plus de caisse finalement et c'est comme on le disait tout à l'heure le téléphone qui sait si vous avez choisi ou non un produit et qui fait le règlement à votre place. Vous n'avez plus rien à faire si ce n'est que de vous balader totalement libre dans le magasin. On va vers ça, vous pensez, ou c'est une tentative parmi d'autres aujourd'hui? Je crois qu'on est sur des services que l'enseigne se doit de proposer, et c'est le consommateur qui choisit. À un moment, il va vouloir sortir et que ça paye directement. À un autre moment, il a un peu plus de temps, il va faire ça différemment.
il n'y a pas quelque chose qui va remplacer autre chose. Et c'est ce qui est compliqué pour les retailers parce que ils peuvent pas tout faire en même temps, c'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Ils doivent continuer à faire leur business traditionnel, ils doivent commencer à apporter des services digitaux. Et donc c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de formation des personnels. Et ça se met en place doucement, très doucement, un peu trop doucement à mon goût, mais ça se met en place. Et donc ça veut dire que c'est le consommateur qui décide. Moi aujourd'hui, je dis, je veux acheter sur mon canapé ou je veux aller au magasin et puis qu'on me livre à la maison. Voilà. Et ça, je dois pouvoir le faire. L'enseigne doit pouvoir me le proposer. Et je comprends pas pourquoi c'est pas déjà en place, parce que ça me paraît facile. Et c'est d'ailleurs un peu ce que disait une enseigne française, pour le coup, Monoprix, qui tournait un peu en dérision la publicité d'Amazon Go en disant finalement, ne pas avoir de caisse et ne pas sortir son portefeuille, c'est un peu ce que nous on fait avec un service de livraison, où là pour le coup c'est pas numérique mais c'est des vendeurs. Enfin, vous vouliez intervenir, Ariel ? Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que cette initiative d'Amazon s'inscrit dans un mouvement plus large d'automatisation. Donc l'automatisation, et là on pourrait assimiler cette tentative d'Amazon à une ubérisation du commerce traditionnel. Et la démarche va assez loin. Uber est en train de s'ubériser lui-même puisqu'il a lancé un test à Pittsburgh de voitures autonomes. Donc on élimine le chauffeur. Au départ, l'application, c'était la mise en relation entre les consommateurs et les chauffeurs. On élimine le chauffeur, ce qui coûte un peu d'argent finalement. En fait, l'automatisation dans ce cas est destinée à éliminer les coûts. Mais jusqu'où peut-on aller ? Est-ce qu'on peut tout éliminer ? Est-ce que le commerce, c'est juste acquérir quelque chose ? Ou est-ce que l'expérience n'est pas basée sur quelque chose d'un peu plus humain, peut-être, finalement c'est pour ça qu'on a des commerciaux dans les entreprises ou des vendeurs dans les boutiques. Est-ce qu'on réussira à les remplacer par des robots ? Rien n'est dit, mais bon. Il faut surtout pas. Il faut surtout pas, parce que si on fait ça, on n'aura plus envie de se déplacer et là, ça sera une catastrophe, quoi. Et donc, on verra dans les prochaines semaines. Moi, je partage votre avis. On a un petit peu parlé de Steam Shop sur la technologie, sur l'application. On aime bien également parler de l'aventure entrepreneuriale derrière. Et Steam Shop, ça a été créé il y a combien de temps ? J'ai créé en août 2013. On est quatre fondateurs. Au départ, on ne devait pas forcément créer une techno, mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc on a décidé de monter un département de recherche. Mon premier salarié, c'est un docteur en traitement du signal. Je ne savais même pas que ça existait avant. Et donc on a été créer notre techno tel qu'on l'imaginait. On a déposé un brevet, on a un statut de JEI, on a l'accompagnement de la BPI. Et là, je suis au sein d'une pépinière, la pépinière Soleillet de la Chambre de commerce. Ce qui permet de ne pas être seul. Moi c'est ma 3e création d'entreprise, mais c'est la première fois où je suis rentré dans un écosystème d'accompagnement et d'innovation. Et franchement, on est très gâtés en France. On est très bien entouré, on est très bien aidé. Et on a tout ce qu'il faut pour entreprendre, pour réussir, mais pour entreprendre en tout cas. C'est formidable, oui. Pour moi, c'est formidable. Et c'est parti. Comment vous est venue l'idée ? C'est parti d'un constat, c'est que vous aviez fait en magasin. Moi, j'ai toujours aimé prendre des choses d'un autre marché et les amener dans un marché nouveau pour voir ce que ça faisait. Et en 2009, j'avais trouvé une société qui avait fait un système un peu ça faisait un bruit comme un fax, qui était une signature unique. Et donc j'ai eu l'idée de mettre ça sur des promotions en magasin. À l'époque, c'était des téléphones mobiles, c'était pas des smartphones. Donc on avait un serveur téléphonique, les gens appelaient le serveur, ça entendait le bruit, et ça envoyait un SMS en liaison avec ce qu'ils avaient en face. Donc un peu compliqué comme expérience client, mais il n'y avait pas grand-chose à l'époque pour faire ça autrement. Et les gens étaient très curieux et ils avaient vraiment envie de jouer avec ça. Donc je me suis dit, à partir du moment où est arrivé le smartphone, on va faire quelque chose de plus fluide. Ça va être complètement transparent pour l'utilisateur, il aura juste à se balader, ça va venir à lui. Et puis beaucoup plus facile aussi pour les magasins, puisque avant, il fallait mettre les piles que les boîtiers. Là, on passe dans la sono du magasin, il n'y a rien à faire pour le magasin, quoi. Et pour l'utilisateur non plus. Donc voilà, on les fait se rencontrer de façon très fluide. Ariel Gomez, vous êtes à l'origine donc Retail Numérique Mag, mais vous êtes également à l'origine d'un autre magazine qui s'appelle Smart City Mag. Tout à fait. Et qui lui est plus récent, je crois. Alors, d'un mois simplement, en fait, la société, là aussi c'est une aventure entrepreneuriale, donc c'est une création récente qui date de mars 2016. Donc je suis à la presse depuis longtemps et j'ai quitté le groupe pour lequel je travaillais pour créer cette nouvelle société et lancer dans un premier temps Retail Numérique Magazine au mois de mai 2016 et Smart City Mag au mois de juin, donc le mois suivant. Donc voilà, là on est dans une phase, on passe, après avoir sorti 5 numéros de l'un et 4 de l'autre, en 2017 on passe en rythme mensuel, donc on accélère, on croit.
Et vous reviendrez du coup dans cette émission pour nous parler de Smart City Mag, donc l'occasion de faire un sujet sur les Smart Cities. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas de votre participation à cette émission. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à retrouver le replay dès demain sur la chaîne YouTube de Décideur TV, également sur viragedigital.fr et sur les sites de nos partenaires qui sont IT for Business, ZDNet, PC Expert et Silicon. Si vous souhaitez nous écouter en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 18h, pour notre prochain direct Virage Digital. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.